Le maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley vient d'hériter d'une nouvelle présidence à travers le Québec. Ça vaut la peine de le souligner. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Donc, Jacques Demers, aussi en compagnie de Christine Labelle, directrice générale de la municipalité, afin de faire le suivi du dernier conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley qui a eu lieu le 4 juin 2018. Alors, Monsieur Demers, tout d'abord, on s'arrête là sur ce petit point. On en parlait justement dans l'ordre du jour de cette séance-là. Il y a la ristourne 2017 de la MMQ, un petit 2000 $ qui vient d'aboutir dans les coffres de la municipalité, mais ça a surtout été l'occasion pour nous d'apprendre que vous êtes maintenant le nouveau président de la Mutuelle des municipalités du Québec. Oui, exactement. Mutuelle qui existe depuis 2003. Ça a été fondé par la FQM, puis ça appartient, dans le fond, aux municipalités. Plus de 1100 sont membres municipalités ou régies qui peuvent s'assurer au niveau de la mutuelle, 80% du marché. Et donc, vous étiez, j'imagine, déjà sur le CA de la MMQ, et puis là, vous voilà maintenant président de la chose. Oui, je suis en lien direct avec la présidence de la FQM. Maintenant, le président, pour la première fois, là, mais maintenant, dans les règlements, le président de la FQM va devenir président aussi de la mutuelle pour être sûr que ces deux organisations-là travaillent bien ensemble. Pour une petite municipalité comme Sainte-Catherine-de-Hatley, de voir son maire comme ça, si impliqué dans différents grands comités qui concernent toute la province, il y a des retombées concrètes pour la ville? Bien, ça permet, du moins dans mon cas, de faire cet ouvrage-là à temps plein. C'est plutôt que d'avoir un autre ouvrage puis être à la municipalité, je ne fais que du municipal. Ça me permet vraiment d'avoir des connaissances générales sur tout ce qui se passe au Québec. Puis quand on a des décisions provinciales à prendre, ben ce que je connais le mieux, c'est Sainte-Catherine-de-Hatley. Alors donc, j'ai à faire attention pour être sûr que l'application de ces règlements puisse bien tomber chez nous aussi. Eh bien, on va en parler justement des règlements provinciaux parce qu'ils viennent d'en changer un et ça a amené quelques frustrations, technicalités ici à Sainte-Catherine-de-Hatley. Le programme d'aide à la voirie locale, on vient de fusionner tous les programmes de subvention là, pour les travaux sur les routes et ça fait en sorte que vous êtes obligé de travailler en double. C'est un bel exemple parce que souvent on trouve qu'on a trop de programmes qui font à peu près la même chose. Quand l'idée du gouvernement disait bon, on va ramener ça dans un seul, on n'était que d'accord avec ça. Mais quand on s'aperçoit par la suite que ça nous oblige à refaire des résolutions, à reprouver, on avait la permission, tout était OK pour les travaux sur chemin de la montagne. Là, peut-être qu'on retarde de quelques semaines. Ça ne devrait rien empêcher, mais à chaque fois qu'il y a des modifications de ce genre-là, des fois, ça l'étire un peu le temps, du moins, essayons d'éviter ça le plus possible. Parce que pendant ce temps-là, vous, le contracteur, il était trouvé. Lui, est-ce qu'il se trouve un travail ailleurs pendant 2-3 semaines et puis ça risque de retarder encore plus ses travaux? Ou si là, il est stand-by, on paye un dédommagement? Comment ça fonctionne, Madame Labelle, dans des situations comme celle-là où vous n'avez aucun contrôle, mais il y a un délai, là? On a contacté la compagnie qui avait été mandatée au précédent conseil, donc c'est la compagnie Masca. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ils nous ont confirmé qu'ils sont au courant de ce genre de délai-là. Donc, dès qu'on aura une réponse pour la subvention, on prévoit une rencontre de démarrage. Donc, dossier à suivre finalement et ça ne devrait pas trop tarder pour la réalisation des travaux sur le chemin de la montagne. Il y a une analyse géotechnique qui va être réalisée sur la rue Caroline. Il y a un 150 mètres sur ce petit tronçon de rue là qui est en garnotte qui est problématique parce que ça défonce. C'est ce que vous me disiez en pré-entrevue. Hiver après hiver et donc on se retrouve avec des trous importants là, dans le chemin. Oui, exactement. Puis pour ceux qui passent par là, c'est une pente importante là, sur Caroline. Puis c'est juste avant un arrêt aussi. Ça fait qu'on a un 150 mètres dans ce tronçon-là où ce que les autobus scolaires, les gens ont à passer. Ça fait des années qu'on essaie de l'améliorer. Là, on se dit, bon, ben, on va passer à un autre niveau. On va faire du carottage. C'est-à-dire qu'on va aller voir en profondeur ce qu'il y a dans le sol. Puis on va écouter les experts qui font l'analyse du sol. Qu'est-ce qu'ils nous suggèrent de mettre à cet endroit-là pour faire des travaux dès cet été. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on va en appel d'offres ou si le montant n'est pas assez important et on a déjà là, une entreprise de ciblée pour le carottage en question, Mme Labelle? On a fait des demandes de coûts, donc on va en contrat de gré à gré. On est allé auprès de 3 laboratoires. Donc, c'est le groupe ABS qui aura le mandat d'aller sur le terrain. Les travaux sont prévus à la mi-juin.
Le mandat est de 3 130 $. Donc, avec le carottage, on a prévu un rapport dans lequel ils vont nous faire des recommandations qu'on va probablement être en mesure de faire avec l'équipe de voirie à Sainte-Catherine. Est-ce que ça va occasionner des barrages, des fermetures de route ou ça a l'air de quoi, là, le carottage? Est-ce que c'est tout petit et puis au final, on s'en rendra pas trop compte ou si on enlève la moitié de la rue? Non, on va être capable. Ça peut peut-être, lors des travaux, encombrer une des deux voies, mais rien pour empêcher le trafic à ce niveau-là d'aucune façon. On reste dans les rues, encore une fois. Il y a les travaux de la municipalisation du chemin Val-Joli qu'on suit depuis un certain temps déjà. Un pas de plus vers l'expropriation et on continue de se préparer. On est maintenant dans la préparation des plans et devis pour la reconstruction du chemin en question. En fait, la municipalité veut être prête à agir au moment où elle aura là, le OK final des juges pour l'expropriation. Effectivement, on a donné 2 mandats lors du dernier conseil. Donc, on a donné un mandat pour faire compléter nos études topographiques, relevés topographiques avec notre arpenteur géomètre presque habituel. Puis, on a mandaté effectivement également plutôt la firme EXP. C'est un mandat de 7 750 $ pour préparer les plans et devis. Donc, l'objectif, c'est d'être prêt dès qu'on pourra procéder à la reconstruction du chemin, c'est d'avoir tout en main pour aller en appel d'offres auprès d'entrepreneurs pour reconstruire la rue. On sait qu'un des terrains là, avec lequel on est présentement là, en cours, parce qu'on conteste la possibilité même d'exproprier, il y a un des terrains qui se retrouve tout en bout du chemin. Là. Est-ce qu'on commence les travaux puis on attend que la procédure judiciaire soit terminée ou si on attend, est-ce qu'il y a une décision de prise là, de ce côté-là, Monsieur le maire? Non, la décision n'est pas prise encore. On va attendre, on va voir les coûts aussi des travaux, on va être sûr, puis à ce moment-là, on va regarder au niveau judiciaire où le dossier est rendu. Est-ce qu'on le fait quand même cette année ou on reporte à l'année prochaine? Peu importe, les travaux qui sont en train de faire de préparation devront être faits et c'est des coûts qu'on a de toute façon à assumer à ce moment-ci. Ça fait qu'on avance. Si on peut le faire plus rapidement, ça sera fait. Si jamais le juge disait que la propriétaire a raison et qu'on ne peut pas l'exproprier et donc qu'elle décide de ne pas céder son terrain, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le rond-point. Est-ce que ça veut dire que la municipalisation tombe à l'eau parce que là, les camions de vidange, les camions de pompiers ne pourraient plus faire le U-turn, entre guillemets, le virage en U nécessaire? Non, le terrain, ça couperait. On pourrait pas le faire exactement comme qu'on prévoit de le faire, mais on s'arrangerait. Ça sera un T de virage, ça sera une autre façon de faire, mais de toute façon, on va avancer avec les travaux. Ce qu'on aimerait le faire, c'est sûr de pas faire revenir la machinerie de deuxième fois, pouvoir faire d'une fois l'entièreté du chemin, mais on n'est pas certain pour l'instant, mais on va être sûr d'être prêt. Ça fait toujours drôle au mois de juin de parler déjà des contrats de déneigement qui s'en viennent et c'est pourtant le temps. Et il y a des demandes à chaque année pour ce qu'on appelle les chemins de tolérance. Donc des chemins qui ne sont pas à la municipalité comme tels, mais qu'on va déneiger grâce à des contrats communs. Alors on a des nouvelles demandes cette année pour les chemins de tolérance. Madame Labelle? En fait, on est allé en appel d'offres le mois dernier. Nous avons ajouté la rue Bégin. Ça, c'est un nouveau chemin qui a été accepté par le conseil. Et puis, pour le prochain conseil, on a sur la table de travail également une nouvelle demande qui est la rue des Lilas. Donc, en juillet, au conseil de juillet, les membres du conseil vont rendre leur décision. Si c'est positif, nous allons aller en appel pour avoir des coûts pour cette rue-là également. Oui, et là, donc vous disiez, on est déjà allé en appel d'offres. Est-ce qu'on a les résultats de l'appel d'offres pour la première vague de chemin, on pourrait dire, là? Oui, il s'agit de l'entrepreneur Cody Wallis. Donc, on va en appel d'offres pour chacun des chemins. Cette année, je crois que c'est une première. Monsieur Wallis a remporté chacun des chemins, donc ses coûts étaient compétitifs. Donc, c'est lui qui va faire l'entièreté des chemins de tolérance pour 2 ans, soit 2018-2019 et 2019-2020. Et un contrat qui revient à combien là, pour Monsieur Wallis? En fait, ce sont différents contrats. Donc, un contrat par rue, donc ça varie entre 1 450 et 10 000 $ selon la longueur de la rue.
On poursuit toujours dans les rues, très populaire ce mois-ci, les rues, et là, c'est l'éclairage, en fait, qu'on espérait pouvoir réviser, et l'espoir est toujours là, je crois. On voulait aménager au niveau du village comme tel des luminaires peut-être un peu plus jolis, un peu plus harmonieux avec ce qu'on a déjà autour de la salle du loisir et tout ça. Et là, on frappe un mur. Oui, peut-être une petite problématique au niveau d'Hydro-Sherbrooke de ce côté-là, ou ce qu'au niveau de leurs normes ou leur façon de faire, du moins, semble être différent de ce qu'on voit ailleurs, puisqu'on voulait un peu copier ce qui se fait dans d'autres villages, là, ce qu'on peut retrouver du côté d'Offord ou du côté d'Ayerscliffe. Ce qu'on veut, c'est améliorer tout ce qui est nos équipements urbains, c'est pour permettre d'une façon visuelle que les gens ralentissent quand ils rentrent au village, d'arrêter d'avoir un éclairage d'autoroute, mais vraiment un éclairage d'ambiance de village, où ce que de façon naturelle, les gens devraient ralentir au-delà de nos signalisations, là. Puisque c'est un peu moins éclairé, c'est ce qu'on entend. Si on a besoin de ralentir, c'est parce qu'on y voit un peu moins. Est-ce que ça devient dangereux pour les piétons? J'imagine que non. En même temps, si vous me dites que c'est comme ça déjà à Harford ou ailleurs, Madame Labelle? Non, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est modifier, d'une part, acheter du DEL, des diodes électroluminescentes, et modifier la couleur. Donc, passer de 4000 Kelvin à 3000 Kelvin. Donc, grossièrement, ça veut dire que la lumière serait blanche, mais non bleutée, mais ça ne réduit pas la sécurité des automobilistes. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Sherbrooke? Puisqu'on voit que ça se fait ailleurs, ça veut dire qu'Hydro-Québec a accepté que ça se fasse sur ses poteaux ailleurs. Est-ce qu'il y aura une négociation possible avec Hydro-Sherbrooke ou si c'est une fin de non-recevoir? Absolument, on va voir pour les rencontrer. Sûrement qu'il y a une façon de faire, là, et faut juste comprendre quelle porte qu'on doit prendre à ce moment-ci, puisque la première nous dit « Oups, c'est pas naturel ». C'est sûr qu'on veut pas garder deux lumières, une par-dessus l'autre, là, c'est évident. Très bien. On a eu droit, en dehors de cette réunion du 4 juin dernier, quelques jours plus tard, il y a eu une consultation publique organisée donc par le Conseil de ville et la directrice générale, consultation publique sur la possibilité, si j'ai bien compris, de se doter d'une politique culturelle pour la municipalité. On a 25 personnes qui se sont déplacées. Chiffre satisfaisant, ambiance satisfaisante, Madame Labelle, qu'est-ce qui en ressort? En fait, les gens qui étaient là étaient très dynamiques, très investis et avaient beaucoup d'idées. Donc oui, le comité culturel était heureux de sa soirée. C'est le comité culturel qui a organisé la rencontre. Ça fait suite à une résolution du mois dernier lors de laquelle on a accepté une œuvre d'art publique. Pour ne pas le nommer Monsieur Lachance, l'artiste nous avait ouvert une porte en disant « Si jamais vous travaillez une planification culturelle, je serais intéressé. » Et le comité a saisi la balle au bon. La consultation était prévue. Donc, on est à compiler les données brutes afin de déposer un projet de planification culturelle au Conseil avant la fin de l'année. Et je peux vous dire que tout le monde avait des idées. Les gens voulaient travailler ensemble. Le marché public était là, différents comités de la municipalité. Donc, ça a très bien été. C'est intéressant à entendre parce que les idées, en général, c'est pas ça qui manque. Mais ce qui a manqué au cours des dernières années, on avait déjà évoqué dans d'autres entrevues, Monsieur le maire, et justement ici, ce sont les bras. Les gens ne voulaient pas nécessairement s'impliquer bénévolement pour mettre en place, parce que oui, ça tire du jus et ça demande toutes sortes d'efforts que de mettre en place là, des activités culturelles et de le faire bénévolement. Là, est-ce que vous voyez quelque chose que vous aviez pas vu depuis un certain temps? Ben, c'est sûr qu'au niveau des loisirs, on sent un engouement de ce côté-là, parce que des nouveaux sont arrivés, des anciens ont resté aussi pour aider, ils ont l'air d'avoir de la vie, puis vouloir faire des activités. Puis ils veulent pas le marché public, ces gens-là qui s'investissent, qui y mettent du temps, ils amènent réellement de la vie, puis probablement de l'enthousiasme à dire « Oh, wow, dans le milieu de notre petit village, on est capable de faire des belles activités, puis passer la qualité de vie à un autre niveau. » Et justement, le marché public qui est ouvert, ça a commencé la fin de semaine dernière, alors ça va être là à toutes les fins de semaine tout au long de l'été? Oui, je pense que ça va jusqu'au mois de septembre, là. Oui. Très bien. Et on a même des nouvelles enseignes là, qui ont fait leur apparition déjà, je crois. Là. Oui, je crois qu'elles ont fait leur apparition, mais principalement sur le terrain du marché public, en fait. Alors, tout le monde qui nous écoute présentement est convié au marché à tous les dimanches. Donc, d'ici le mois de septembre, on aura marché public du côté de Sainte-Catherine de Hatley. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale. À vous deux, merci pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.